À Jérusalem, nous sommes en direct avec notre correspondant Daniel Haïk. Bonjour Daniel Bokertov. On va commencer malheureusement ce journal par cette annonce faite ce matin, la mort de 4 soldats israéliens au sud Liban. Oui, effectivement, le porte-parole de Tsahal, le général Efi Defrin, a annoncé il y a un peu plus d'une heure que 4 soldats israéliens de l'unité d'élite du Nahal ont été tués hier en début de soirée au sud Liban lors d'un accrochage avec des terroristes du Hezbollah. L'identité de 3 de ces 4 soldats a été révélée. Il s'agit du capitaine Noam Madmoni, 22 ans, de Sderot, du sergent Ben Cohen, 21 ans, de Lehavim, et du sergent Maxime Antis, 21 ans, de Bat-Yam. L'identité du 4e soldat doit être publiée dans les toutes prochaines heures. Que le souvenir de ces soldats soit béni. Alors qu'est-ce qu'on sait pour l'instant, Daniel, des circonstances justement de ce terrible accrochage ? Eh bien, on sait que cet accrochage s'est produit hier vers 18h30 heure israélienne sur le front occidental au sud Liban. L'unité d'élite du Nahal a repéré plusieurs groupes de terroristes du Hezbollah. Un intense combat s'en est suivi au cours duquel 4 soldats israéliens ont été grièvement blessés. Ils ont ensuite succombé à leurs blessures. 2 ou 3 soldats israéliens également ont été blessés, l'un de grièvement. Les soldats israéliens de cette unité ont réussi à éliminer la plupart des terroristes et au total, il faut le rappeler, malheureusement, 10 soldats israéliens sont tombés au sud Liban depuis le début de la guerre. L'armée israélienne poursuit sa pénétration au sud Liban et repousse par ailleurs les terroristes du Hezbollah vers le nord. Oui, hier, un haut responsable du mouvement terroriste chiite a été éliminé par une frappe de l'armée de l'air israélienne sur un immeuble de Beyrouth où le terroriste qui était commandant de l'unité 1800 se trouvait. Cette unité est responsable de la coordination entre le Hezbollah et d'autres organisations terroristes palestiniennes. Parallèlement, Tsahal a détruit une centaine d'infrastructures terroristes à Beyrouth et dans le sud du pays. Sur le front iranien, les tirs de missiles ont repris après une interruption de plus de 2 jours. Oui, hier soir vers 23h, après 60 heures sans la moindre alerte, la sirène a retenti dans le centre du pays, dans la métropole de Tel Aviv en particulier. Le missile iranien tiré a été intercepté sans blesser ni dégâts. Et puis ce matin vers 6h, nouvelle alerte qui a réveillé les habitants du centre du pays, de la Samarie et même de la capitale à Jérusalem. Un missile a été intercepté, le second est tombé dans une zone inhabitée. Selon le Wall Street Journal, le président Donald Trump pourrait accepter de son côté de mettre fin à la guerre sans la réouverture du détroit d'Ormuz par les Iraniens. Oui, c'est en tout cas ce qu'aurait dit le président américain à ses conseillers. Ces derniers ont estimé qu'il sera difficile d'obliger l'Iran à rouvrir le détroit d'Ormuz sans mener une opération militaire qui aille au-delà du délai de 4 à 6 semaines que les Américains se sont fixés pour atteindre les objectifs de la guerre. C'est pourquoi les Américains pourraient donc se focaliser sur d'autres objectifs plus réalistes comme la destruction de la marine et de l'armée de l'air iranienne qui apparemment était déjà détruite, avait dit Donald Trump, mais en tout cas ce serait l'un des objectifs, ou comme la destruction de missiles balistiques et des moyens de les produire. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a déclaré que le président Donald Trump avait choisi d'agir, en tout cas, contre l'Iran parce qu'elle menaçait aussi, qu'en tout cas la République islamique menaçait aussi les États-Unis. Oui, une menace au travers des missiles transatlantiques développés par Téhéran. Dans une interview, le Premier ministre s'en est pris très fermement à l'Europe. L'Europe révèle une incroyable faiblesse face à l'Iran, a dit Benjamin Netanyahou. Si l'Amérique est le grand Satan et Israël le petit Satan, le Satan moyen, eh bien c'est l'Europe, a dit Benjamin Netanyahou. La question est de savoir si l'Occident se réveillera avant que les Iraniens ne tirent des missiles intercontinentaux sur toute l'Europe. En marge, côté israélien, on affirme qu'il y a toujours une étroite coordination entre Washington et Jérusalem, y compris à propos des pourparlers avec l'Iran. Nous sommes persuadés que les Américains tiennent compte dans ces pourparlers de tous les intérêts sécuritaires d'Israël, dit-on à Jérusalem. La loi sur la peine de mort à présent pour les terroristes a été votée hier soir en seconde et troisième lecture par la Knesset. Oui, 62 députés de la coalition ont voté pour, 48 s'y sont opposés. Cette loi a été présentée par le ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben-Gvir et par son parti, la Force juive. Ben-Gvir a rappelé du haut de la tribune le massacre de la famille Fogel à Itamar en 2011 par des terroristes palestiniens. L'heure est de faire justice envers ces assassins est arrivée, a-t-il dit. La vice-présidente de la Knesset, Limor Son-Armeler, dont le mari a été lui-même assassiné dans un attentat terroriste, a annoncé les résultats du vote et a récité la bénédiction de Sheikhiyanou. Le président de l'État a répondu à la pétition par ailleurs de plus d'1 millier de leaders du monde juif de la diaspora.
Oui, en effet, il s'agit de cette pétition dans laquelle les leaders juifs faisaient part au président Herzog de leurs préoccupations et même de leur inquiétude face à la recrudescence de la violence d'extrémistes juifs envers des Palestiniens en Judée-Samarie. Dans sa réponse, le président s'est exprimé contre ces exactions et les a condamnées. Il a mis en garde contre les répercussions de tels agissements. Selon Yitzhak Herzog, ces actes portent atteinte aux opérations de défense des forces de Tsahal. Dans cette réponse, il faut souligner que le président insiste sur le fait que ces actes sont exploités par les ennemis d'Israël. Une page météo pour compléter ce journal. Le temps sera ensoleillé aujourd'hui à l'intérieur du pays, à Jérusalem en particulier, et en Judée-Samarie, mais plus couvert et même pluvieux sur le littoral. Les températures 17 degrés à Jérusalem, 19 à Tel Aviv, Ashdod, et 18 à Haïfa et à Netanya, et 27 degrés à Eilat. Jacques Neria. Jacques, bonjour, Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin à Chauge. Nous vous avons sollicité, bien entendu, après avoir appris cette terrible annonce de la mort de 4 soldats israéliens de la brigade du Nahal, des commandos du Nahal. Et cela porte à 10 le nombre de soldats israéliens qui ont été tués depuis le début de l'opération militaire terrestre au sud Liban. La question que l'on se pose, que beaucoup d'Israéliens se posent, c'est finalement, est-ce que les mesures nécessaires pour prévenir ce genre d'accrochage et bien entendu la mort de ces soldats sont prises et quel est l'objectif des forces de sécurité israéliennes, des forces de Tsahal au sud Liban? Commençons d'abord par l'objectif du Hezbollah. Le Hezbollah, c'est exactement ce que le Hezbollah veut, créer, je dirais, semer la zizanie dans les rangs israéliens je dirais, en attaquant et en réussissant à tuer autant de soldats israéliens possible. C'est la mission du Hezbollah, sachant déjà à l'avance que sa mission à lui est suicidaire. Donc pour cela, c'est comme Samson oui. qui va emmener avec lui, je dirais, autant d'Israéliens possible. Alors qu'est-ce que l'on peut faire face à une telle détermination de la part des terroristes? Voilà. Alors effectivement, depuis le début des combats avec le Hezbollah a fait infiltrer dans le sud Liban des centaines, peut-être même plus d'un millier de terroristes du Hezbollah, de l'unité Radwan, donc de l'unité d'élite, et qui sont, je dirais, ils sont basés dans la plupart des villages. Et à préparer des embuscades pour les soldats israéliens. Cela, naturellement, on le sait. Malheureusement, il y a toujours l'impondérable. On se prépare, on avance lentement, avec beaucoup de précautions. Mais malheureusement, je dirais, la géographie du sol et le fait que nous combattons dans un milieu, je dirais, urbain, parce que dans la plupart des endroits sont des villages qui sont des maisons toutes simples qui ont été transformées en bastions, en fortifications, des maisons de civils paisibles ont été accaparées par le Hezbollah et transformées en position armée. C'est pour cela donc que l'avance des troupes israéliennes est très mesurée, avec beaucoup de précautions. Et naturellement, il faudra arriver à évincer ou à éliminer la présence du Hezbollah. Ça prendra du temps. Et malheureusement, des nuits difficiles comme celles que nous avons vécues ce soir, on en verra encore plus. Peut-être moins, j'espère personnellement. Mais il faut s'attendre à ce que ça soit, je dirais, que ça fasse partie de la guerre. Et naturellement, c'est le fait c'est de savoir si le front intérieur va supporter ces soldats qui vont tomber, parce que je vous rappelle, dans les 2 précédentes guerres, le front intérieur en Israël n'a pas accepté, il n'y a pas eu de consensus sur cette guerre, quoique pour l'instant le public israélien accepte le fait que le Hezbollah doit être éliminé. Et de ce point de vue-là, je dirais, l'armée n'a pas de problème concernant, je dirais, le moral de ses troupes ou le moral de la population israélienne. Alors au niveau de l'armée, on assiste à deux grandes tendances. Il y a ce qui se passe en Iran, et c'est l'armée de l'air qui frappe massivement. Et là, au sud Liban, ce sont les fantassins, c'est l'infanterie, les brigades de Golani, Givati, Nahal, etc. Est-ce que l'armée de l'air est aussi impliquée dans ce qui se passe au Liban? Parce que parfois on peut se dire, lorsqu'on
repère par exemple des groupes de terroristes comme ça s'est produit apparemment hier soir, eh bien peut-être qu'on donne la priorité soit à des hélicoptères de combat, soit à des bombardements d'avions de chasse pour préparer le terrain, dirons-nous, pour les fantassins après. Alors voilà, j'ai l'impression que tôt ou tard, plutôt je dirais tôt, plutôt que tard, Israël va adopter la même technique qu'elle a adoptée dans la campagne face à Gaza, c'est-à-dire une avancée après avoir établi un rideau de feu. Un rideau de feu, c'est-à-dire un rideau destructif qui va détruire tout ce qu'il y a devant avant que les troupes n'avancent. Donc, ce sera, je dirais, une situation où le Sud Liban ne pourra pas, je dirais, se recouvrer. C'est effacer presque totalement la présence urbaine et villageoise des différents villages qui sont dans la région. Il y a des informations qui nous arrivent comme quoi dans certains villages chiites, des jeunes chiites ont refusé de se déplacer, donc ils sont restés sur place et empêchent le Hezbollah d'avancer dans ces villages-là pour ne pas avoir à subir le sort d'une destruction totale. Donc ça c'est je dirais la technique qui sera adoptée par Israël. Pour l'instant, l'armée de l'air, comme vous l'avez si bien dit, est occupée principalement avec le front iranien. Le front iranien, donc tant que l'armée de l'air est concentrée sur le front iranien, il est très difficile aussi de transformer le Liban en une autre scène de combat, je dirais, principale. Et il faudra naturellement attendre que les choses soient un peu plus différentes, soient plus calmes, une certaine maintenance sur le front iranien pour se concentrer, comme on l'a fait durant la campagne de 2024, sur les positions du Hezbollah. Une fois cela fait, je dirais, l'armée de l'air pourra sévir sur les positions du Hezbollah d'une telle manière que l'avancée des troupes israéliennes vers leur objectif, qui pour l'instant semble être le fleuve du Litani, sera beaucoup plus facile. Oui. Maintenant, est-ce que cette stratégie est la bonne stratégie à adopter face au Liban? Est-ce que ça va nous assurer le calme et la sécurité des villages frontaliers? J'en doute très fort, puisque la plupart des tirs sur Israël sont tirés à partir de régions du nord du Liban. Est-ce que ça veut dire qu'il faudra tout simplement faire des incursions au-delà du Litani vers le nord, vers les régions chiites, ou bien peut-être arriverons-nous à une situation où ce sont les Syriens qui vont attaquer les Hezbollah par derrière. C'est comme les informations qui nous arrivent dernièrement, comme quoi il y a eu des incidents frontaliers entre l'armée syrienne et les concentrations chiites qui sont gérées par le Hezbollah. Eh bien, on va rester sur cette interrogation, bien entendu, et en espérant, bien entendu, que désormais, eh bien, la situation soit plus, on va dire, plus maîtrisée, en tout cas au sud de Liban, peut-être que justement avec donc l'implication plus massive de l'armée de l'air. En tout cas, merci beaucoup, Jacques, d'avoir accepté de répondre à nos questions après l'annonce de la mort de 4 soldats israéliens, donc hier au sud Liban. Merci, Jacques. Merci, Daniel. Depuis plusieurs jours, une question revient. En Israël et aussi en Europe, la guerre contre l'Iran est-elle légitime? Et des pseudo-experts dans les studios de télévision avancent un argument simple. Israël a attaqué. Il n'y avait pas de menace immédiate, donc l'Iran aurait le droit de répondre et de se défendre. Mais au fond, ce qui frappe, c'est autre chose. C'est toujours Israël qui se retrouve sur le banc des accusés. Toujours lui que l'on pointe du doigt. Il est important de rappeler des vérités que tout le monde connaît, même ces pseudo-experts des studios de télévision. Depuis près de 50 ans, la République islamique annonce clairement son objectif, détruire Israël. Elle a investi des milliards pour construire une machine de guerre et elle l'utilise aujourd'hui. Ce régime n'a jamais hésité non plus à réprimer dans le sang sa propre population. Alors non, ce débat n'est pas théorique, ce n'est pas un cas d'école de droit international, c'est une réalité. Et dans ce contexte, la vraie question n'est pas de savoir si cette guerre est morale ou légitime, la vraie question c'est que faut-il faire? Attendre? Espérer? Se contenter de condamnation? Sûrement pas.
On l'a fait trop longtemps. Israël, lui, a fait un choix, celui d'agir. Mais ce conflit ne se joue pas uniquement sur le terrain militaire, c'est aussi une guerre psychologique. Israël ne cible plus seulement des infrastructures, il vise le cœur du pouvoir iranien. Et le message est clair, le régime n'est plus intouchable. Quand des figures clés sont éliminées, l'impact dépasse largement le champ militaire. Et c'est tout un système qui vacille. Objectif, fragiliser l'appareil de contrôle et de répression, celui qui permet au régime de tenir sa population. Ces opérations reposent aussi sur du renseignement humain, des informateurs sur le terrain, autrement dit une infiltration en profondeur. Et c'est là que la guerre psychologique prend toute sa dimension. Le doute s'installe, la méfiance grandit et le système se fissure de l'intérieur. Et à ceux en Israël qui ont choisi le rôle de démoralisateurs nationaux, j'ai envie de dire une chose. Mettez pour une fois vos querelles politiques de côté. Ce qui se joue aujourd'hui dépasse largement le pour ou le contre Bibi. C'est un moment qui engage notre avenir collectif, un moment qui aura des conséquences sur la vie de nos enfants et de nos petits-enfants. À Jérusalem, nous retrouvons notre correspondant Daniel Haïk. Daniel, on va commencer cette revue de la presse en consultant ce matin les sites d'infos qui annoncent la mort au combat de 4 soldats israéliens hier soir au sud Liban. Oui, effectivement, Ilana, l'identité de 3 de ces 4 soldats a été révélée. Il s'agit du capitaine Noam Madmoni, 22 ans de Sderot, du sergent Ben Cohen, 21 ans de Léavim et du sergent Maxime Antis, 21 ans de Batiam. L'identité du 4e soldat doit être révélée, publiée dans les toutes prochaines heures. Que le souvenir de ces soldats soit béni. Les 4 soldats étaient combattants de l'unité d'élite du Nahal. Selon les premiers éléments de l'enquête de Tsahal, les soldats israéliens ont repéré hier soir des terroristes du Hezbollah et ont ouvert le feu. Au cours du combat intense qui a suivi, 4 soldats ont donc été grièvement blessés et ils ont succombé peu à peu. Après, à leurs blessures, leurs camarades ont tiré un feu nourri sur les terroristes et ont éliminé plusieurs de ces terroristes du Hezbollah. Cela s'est produit sur le front occidental au sud Liban. Les sites nous montrent les photos ce matin de 3 de ces soldats. Et puis la presse israélienne aussi, Daniel, rend hommage ce matin au sergent Liran Ben Sion. Oui, le sergent Liran Ben Sion avait 19 ans à peine. Il était combattant dans la brigade 401 des blindés de l'armée israélienne. Il a été tué au sud Liban par un missile tiré par le Hezbollah. Ses obsèques se sont déroulées hier au cimetière militaire de Holon, la ville dont il était originaire, en présence de plusieurs centaines de personnes. Le père de Liran, Eyal, l'a décrit comme un enfant bon et pur. Sa mère, Keren, l'a supplié. Cela suffit. Cette terrible douleur de voir des enfants qui s'en vont. La photo du sergent Ben Sion est en première page de tous les quotidiens israéliens ce matin. Le Israël Hayom mentionne en première page une estimation par ailleurs. L'Iran serait au bord de la banqueroute. Oui, un diplomate affirme il sera difficile de faire la décision sur le plan militaire face à l'Iran, mais lorsque le régime iranien n'aura plus d'argent, alors il comprendra la situation dans laquelle il se trouve. Selon le Israël Hayom, chaque Iranien peut sortir des distributeurs de billets aujourd'hui, pas plus de $3 par jour. En page intérieure, le Israël Hayom affirme la chute du régime est une affaire de semaines. Quant à Yoav Limor, le spécialiste sécuritaire du journal, il affirme qu'à Téhéran, on espère que ce sont les Américains qui céderont les premiers. Quant au général Zvila Haïmovitz, il se pose dans l'esprit du Seder de Pessar les 4 questions de ce qui a changé avec la guerre. Oui, et voici ces questions du général Haïmovitch. Comment mettre fin au cercle infernal de la guerre et de ces rounds de confrontation qui n'en finissent plus? Comment se fait-il que nous soyons toujours surpris des capacités de nos ennemis à se relever? Pourquoi, lorsqu'un général met en garde le gouvernement face à la situation difficile, chaotique de l'armée israélienne, il est obligatoirement politisé? Et enfin, pourquoi, à la fin de chaque conflit, le gouvernement oublie les promesses qu'il a faites pendant ce conflit? En première page, le Yediot Aharonot évoque ce qu'il appelle, lui, le double message de Donald Trump. Oui, d'un côté, le président américain a annoncé qu'il y avait eu de grands progrès dans les négociations avec Téhéran, mais de l'autre, il a menacé les Iraniens de détruire toutes les centrales énergétiques iraniennes ainsi que les puits de pétrole de l'île de Kharj. En page intérieure, Ron Ben-Ishai, le spécialiste sécuritaire du journal, écrit qu'au Pentagone, on attend le feu vert du président pour lancer une vaste offensive militaire. En attendant, Israël et les États-Unis frappent les infrastructures du pouvoir à Téhéran. Ben
Ishai constate que depuis quelques jours, une rengaine s'installe entre Israël et l'Iran. Tsahal bombarde des sites énergétiques en Iran et en riposte, les Iraniens tentent de frapper la centrale de Dimona sans y parvenir fort heureusement. Dans le Yediot, Ron Ben Ishai nous fait partager de son côté son analyse sur la situation au sud Liban. Oui, selon lui, le Hezbollah n'est certainement pas à la veille de déposer les armes et personne dans le gouvernement libanais ne le forcera à le faire. Quant à Tsahal, il est en train de former au sud Liban une zone de sécurité, mais dans une autre version que celle d'où Israël s'est retiré en mai 2000. Les forces israéliennes poussent le Hezbollah vers le nord et font en sorte que la zone entre la frontière et le Litanie soit totalement neutralisée, en particulier en utilisant des technologies modernes, mais il n'est pas impossible qu'au bout du compte, les forces de Tsahal soient obligées d'aller chercher le Hezbollah même au nord du Litanie. Et toujours dans le Yediot, Ben Dror Yemini consacre ce matin son édito à la violence des plus radicaux parmi les jeunes des collines en Judée et en Samarie. Mais même en pleine guerre, Ben Dror Yemini dresse une comparaison qui n'a pas tout à fait lieu d'être entre ces jeunes ultra-radicaux et les terroristes du Hezbollah au sud Liban. On peut toujours plaindre le Liban et la faiblesse de son gouvernement face aux terroristes chiites, écrit-il, mais nous aussi, nous allons sur cette voie avec un gouvernement israélien qui se conduit avec faiblesse face à ces jeunes radicaux des collines. Sous nos yeux se forme un groupe qui ressemblent au mouvement terroriste libanais. Ils ont une idéologie, ils sont contre le pouvoir, ils ont des armes et ils crachent sur la loi. Dixit Ben Dror Yemini qui nous a habitués à plus de pondération dans son jugement. Les journaux et les sites d'infos annoncent le vote hier soir par la Knesset aussi de la loi sur la peine de mort pour les terroristes. Oui, les journaux annoncent que 60 des députés de la coalition ont voté en faveur de cette loi, 48 s'y sont opposés. Cette loi a été présentée par le ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben-Gvir. Ben-Gvir a rappelé du haut de la tribune le massacre de la famille Fogel à Itamar en 2011 par des terroristes palestiniens. L'heure de faire justice envers ces assassins est arrivée, a-t-il dit. La vice-présidente de la Knesset, Limor Son Armeler, dont le mari a été assassiné dans un attentat terroriste, a annoncé les résultats du vote. Les journaux soulignent que Benyamin Netanyahou a voté en faveur de cette loi qui suscite, on le sait, de nombreuses critiques, non seulement en Israël, mais aussi à travers le monde occidental. Dans le Israël Hayom ce matin, des extraits d'un témoignage de Bar Cooperstein, l'ex-otage, sur sa survie dans les geôles du Hamas. Oui, l'intégralité de ce témoignage sera publiée demain dans l'édition spéciale de Pessah du journal, mais en première page de Israël Hayom cite Bar Cooperstein qui affirme qu'après la diffusion de la fameuse vidéo dite d'Eteban qui était censée montrer des exactions de soldats sur des terroristes palestiniens arrêtés, ses ravisseurs du Hamas l'avaient frappé et torturé. Et puis ce matin, les manchettes des quotidiens israéliens ne sont pas des manchettes de guerre, mais de politique intérieure. Rapidement, Daniel. Et oui, en effet, tant le Yediot Aharonot que le Israël Hayom mentionne en évidence non seulement le vote du budget de l'État par la Knesset, mais il souligne également la manœuvre technique qui a permis à la coalition de faire voter quelques 800 millions de shekels pour les communautés orthodoxes au nez et à la barbe de l'opposition qui s'est faite prendre au piège. Et enfin, les quotidiens israéliens nous rappellent que c'est ce soir la cérémonie de recherche du Hametz, prélude à la fête de Pessah. Et le Israël nous montre ce matin en première page une photo de jeunes Israéliens membres du mouvement de jeunesse du Bnei Akiva en train de rechercher le Hametz dans un abri public. C'est de circonstance. Ces jeunes ont organisé des activités pour les enfants de réservistes israéliens qui passeront la fête de Pessah au front en Milouim. Et on aura bien entendu demain soir une pensée pour ces soldats israéliens, pour tous les soldats qui ne pourront pas célébrer la fête de Pessah dans la sérénité. Nous sommes en ligne avec Maître Philippe Koskas. Philippe, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Boker Daniel. Merci. Bonjour à nos auditeurs. Merci d'être avec nous ce matin. Et on a besoin de votre éclairage pour mieux comprendre la signification de cette loi. On va vous demander tout d'abord de redresser votre appareil parce qu'on ne vous voit que vers le bas de l'image. Voilà. Encore un petit peu plus, si c'est possible. Voilà. Encore un petit peu plus, ça sera encore mieux. Voilà, merci beaucoup. Alors, cette loi sur la peine de mort, on en a beaucoup parlé, elle suscite beaucoup de critiques, pas seulement en Israël, mais aussi au sein de la communauté internationale. Pourquoi finalement cette loi suscite tant de critiques ? Écoutez, il y a en fait deux débats ici. Il y a le débat sur la peine de mort et il y a le débat sur la modalité de l'application de la peine de mort. Et pourquoi je vous fais cette différence ? Parce que c'est plus le deuxième point qui pose problème. C'est-à-dire que la peine de mort existe déjà en Israël, il faut quand même le rappeler à nos auditeurs. C'est ça, parce qu'elle existe même pour on va dire, devant les tribunaux militaires, si je ne m'abuse en particulier. Absolument, Daniel. Non, oui, absolument. Elle existe devant les tribunaux militaires. Il faut une
unanimité de juges pour la prononcer, et elle n'a été appliquée qu'une seule fois. C'est dans le cas d'Adolf Eichmann, mais elle existe pour cas de trahison, pour les terroristes, elle existe déjà. La problématique, c'est qu'elle n'est jamais appliquée, et elle n'a pas été appliquée depuis, donc comme on l'a dit, je crois en 1952, sur la peine de mort qui a été édictée contre Adolf Eichmann. Maintenant, donc en fait, le problème n'est pas vraiment la fameuse question peine de mort. Est-ce qu'on est pour, est-ce qu'on est contre? Enfin, c'est une question un petit peu théorique. C'est vrai que bien souvent, les autorités, j'allais dire les autorités du Shin Bet étaient plutôt contre. Mais le débat, en fait, est surtout dans le mode d'application de cette peine de mort. Et c'est ça qui pose problème. C'est-à-dire que, en fait, j'ai une autre clé à donner, c'est que la loi qui a été approuvée hier, en fait, reflète tout à fait le climat de suspicion qui existe entre la Knesset d'une part et l'appareil judiciaire d'autre part. Pourquoi ? Parce qu'on va bien le voir que ces modalités-là vont essayer d'ôter au pouvoir judiciaire, j'allais dire un pouvoir qui est le leur d'ailleurs, le pouvoir des juges, de pouvoir prononcer de manière discrétionnaire, oui ou non, une peine. Et la peine de mort, une peine en général, mais surtout la peine de mort en particulier sur ce cas-là. Et c'est en fait ça qui pose problème. D'ailleurs, on oublie les critiques internationales, mais cette loi va à l'encontre de nombre de traités internationaux auxquels Israël est signataire. Je vous donne un exemple, par exemple. Elle ôte au président le droit de grâce. Ce droit de grâce dont on a parlé d'ailleurs, puisqu'apparemment notre Premier ministre l'a demandé, existe de manière, j'allais dire, régalienne. Elle existe sur toutes les peines. Et le président, de manière tout à fait régalienne, peut octroyer une grâce présidentielle pour toutes les infractions. Eh ben non, sauf sur celle-ci. Et ça, si vous voulez, ça va à l'encontre d'une convention internationale auquel Israël est signé. Alors, cette loi, elle a une zone d'ombre, on va dire. Est-ce qu'elle se rapporte uniquement aux terroristes palestiniens ou elle pourrait se rapporter également à ce que l'on peut qualifier de terroristes juifs? Parce que on en a beaucoup parlé ces derniers jours, les jeunes des collines, les plus radicaux, les éléments qui suscitent beaucoup d'actes de vandalisme et de violence en Judée-Samarie contre la population palestinienne. Est-ce que elle concerne uniquement les terroristes? Et même chose, pour rentrer plus dans le détail, est-ce qu'elle peut concerner par exemple les terroristes responsables des massacres du 7 octobre, les Nukhbot, ou non? Alors, vous posez, dans votre question, Daniel, il y a plusieurs questions. Alors, la première question, est-ce que ça concerne les Palestiniens ? Alors, je vais vous dire, là, en vrai, non, elle ne concerne pas les Palestiniens. Maintenant, il y a une autre distinction que je voudrais ouvrir. Il y a en fait, et c'est aussi un des problèmes de cette loi, c'est qu'elle donne une sorte de dualité de loi. C'est-à-dire qu'elle s'applique dans les territoires de Yehuda et Shomron, donc en territoire de Judée-Samarie d'une part, et en Israël d'autre part. Et ce sont deux tribunaux différents qui doivent trancher. Pourquoi ? Parce qu'en Cisjordanie ou en Judée-Samarie, ce sont des tribunaux militaires. Donc ces tribunaux militaires ne peuvent être appelés que des Palestiniens. Donc si vous voulez, toute la loi, quand vous parlez aux jeunes, les jeunes des collines, donc quand vous faites allusion donc à ces jeunes qui vivent dans les implantations, dites implantations en Cisjordanie, ne pourraient pas être, j'allais dire, appelés ne rentrent pas sous la compétence du tribunal militaire. Ce ne sont que des Palestiniens. Et également, j'allais dire, ils pourraient potentiellement rentrer sous la distinction civile, mais ils devraient être considérés, un, de terroristes, et deux, il faudrait prouver qu'ils agissent à l'encontre des intérêts de l'État d'Israël. Donc c'est extrêmement difficile de le prouver. Donc on peut dire de manière tout à fait claire qu'aujourd'hui cette loi ne s'applique qu'aux Palestiniens et non pas justement aux jeunes des collines et ce qu'on a pu appeler le terrorisme juif, entre guillemets. Alors si je comprends bien et si je lis entre les lignes de ce que vous nous dites, tout porte à croire que désormais cette loi votée, elle va susciter, on va dire, des dépôts de recours devant la Cour suprême et que il est probable que la Cour suprême l'invalide.
Alors, il y a plusieurs raisons d'invalidité, bien que ceci dit, il y a eu quand même, elle a été adoubée par la conseillère juridique de la Knesset. J'aurais dit souvent, on invalide, les cours suprêmes invalident sur des raisons techniques. Je vous prends par exemple le double traitement dont j'ai parlé. C'est-à-dire ce qu'on a parlé entre les tribunaux militaires et les tribunaux civils de l'autre côté. Les tribunaux militaires doivent, à partir du moment où les critères ont été remplis, doivent prononcer la peine de mort de manière automatique. Quand on dit automatique, c'est automatique. C'est-à-dire qu'en fait, le tribunal n'a absolument pas de pouvoir discrétionnaire de dire, voilà, tel terroriste, il avait des circonstances atténuantes, il était sous l'emprunt, j'allais dire, je vais faire une allusion à un jugement catastrophique qui a été donné par le tribunal de Paris sous une emprise, une bouffée enivrante où il était sous drogue, enfin, je ne sais pas. Et donc, à ce moment-là, à partir du moment où les infractions se sont avérées, le tribunal doit prononcer automatiquement la peine de mort, donc il n'a pas le choix, il ne peut pas prononcer la prison à vie par exemple, et cette sentence doit être exécutée dans les 90 jours. Donc si vous voulez, ça c'est pour le régime militaire, alors il faudra évidemment, s'il a un droit d'appel, ce droit d'appel est extrêmement limité puisqu'il est limité que sur la qualification juridique des faits, c'est-à-dire sur les faits eux-mêmes et non pas sur la peine. Donc, si vous voulez, ça c'est une chose, j'allais dire, c'est une justice dite militaire. Et pour les tribunaux civils, le régime est un peu semblable, mais un petit peu différent quand même, parce que dans le cas des tribunaux civils, on pourrait dire que le juge va pouvoir apporter d'autres principes qui existent dans le droit pénal, le code de procédure pénale israélien, qui pourront, j'allais dire, permettre de s'extraire de cette automaticité de la sanction. Et ça, c'est, si vous voulez, ce double régime, c'est une raison pour laquelle les tribunaux ou la haute cour de justice pourrait intervenir en disant qu'il y a ségrégation au sein le même terroriste qui va faire son acte, j'allais dire, en Cisjordanie ou en Judée-Samarie d'une part, ou dans une ville d'Israël d'autre part, à ce moment-là peut être jugé de manière différente, ce qui paraît d'ailleurs illogique. Mais enfin, c'est la loi telle qu'elle a été prononcée. Alors, eh bien, on va voir effectivement au cours des prochains jours et des prochaines semaines si effectivement un recours est déposé et comment la Cour suprême statuera sur cette loi. On a parfois le sentiment, dis-moi si je me trompe, que c'est une sorte de coup d'éclat de la part de Itamar Ben-Gvir qui voulait faire passer ce type de loi pour montrer, on va dire, que Israël est dans une disposition dans une posture de fermeté par rapport aux terroristes, même s'il sait que sur le plan juridique, ça risque de ne pas tenir. Oui, absolument, absolument. Je rejoins un peu votre opinion dans le sens où, d'abord, premièrement, d'ailleurs même les commentateurs de droite et de gauche, comme je vous dis, la peine de mort existe déjà en Israël, donc la problématique n'est pas là. Est-ce que cette loi va être appliquée ? Moi-même, j'ai des doutes. J'ai des doutes sur l'application de cette peine et je crois qu'en effet il y a un effet de manche. On a vu qu'il a sorti le champagne hier. Enfin bon, ouais. il y a un effet de manche qui est fait. C'est une loi avec beaucoup de public relations. D'ailleurs, cette loi devait être pire. J'allais dire, il y a dans les tractations qui ont été faites avec le Premier ministre Benjamin Netanyahou, qui s'est d'ailleurs, je crois, personnellement prononcé. On enlevait aussi dans la proposition initiale, il n'y avait même pas d'appel sur le prononcé de la sentence. Donc on parle quand même de faits qui sont graves. Mais d'un autre côté, moi, je peux tout à fait comprendre. On vit dans une réalité qui est différente. Et l'autre question, elle ne s'appliquera pas aux Nurbot. C'est-à-dire aux personnes qui ont fait et qui ont commis le 7 octobre, à ces terroristes, d'ailleurs je ne sais même pas si je dois les appeler personnes, à ces terroristes, cette loi ne s'applique pas parce qu'elle n'a pas de caractère rétroactif. C'est sous l'égide d'une autre loi qui existe que peut-être on va pouvoir demander la peine de mort pour ces Nurbot. Mais cette loi-là, elle aura un effet immédiat et pas d'effet rétroactif, donc elle ne s'applique qu'à partir d'hier soir. Eh bien, Maître Filikouskas, merci beaucoup de nous avoir éclairé sur le vote de cette loi par la Knesset sur la peine de mort en Israël. Merci beaucoup de nous avoir clarifié les choses. À bientôt et Chag Sameach. Chag Sameach. Merci beaucoup, Daniel. Myriam Shermer, Myriam, bonjour, Boker Tov. Bonjour Daniel, Boker Tov.
Alors on se réveille avec un coup de massue ce matin avec l'annonce de la mort de 4 soldats israéliens. Jacques Néria nous disait à l'instant que effectivement le projet c'était de repousser le Hezbollah vers le nord et que peut-être que l'armée de l'air israélienne qui est très occupée en Iran va peut-être aussi on va dire déléguer quelques avions ou quelques hélicoptères d'attaque pour neutraliser on va dire ces nids terroristes qui existent toujours et qui sont extrêmement dangereux donc au sud Liban. Quelle est votre appréciation vous de la situation? On le sait, vous n'êtes pas une experte sécuritaire, vous êtes plus une experte politique, mais en tout cas, vous êtes une observatrice avisée de la situation. Qu'est-ce que vous ressentez ce matin? Je voudrais déjà transmettre mes condoléances, évidemment, aux familles de Ben, Maxime et Noam, et bien entendu de la 4e famille dont on ne connaît pas encore le nom. Je vais vous dire, effectivement, vous avez dit, je ne suis pas experte sécuritaire, je ne peux pas vous parler du nombre d'avions, mais je peux vous parler de sociologie. C'est-à-dire que je sais qu'à l'intérieur du Likoud, notamment le député Amit Halevi, critique beaucoup l'attitude, les postulats de départ du chef d'état-major Eyal Zamir, en disant que en réalité la génération qui est au pouvoir aujourd'hui au sein de l'armée, qui tient les commandes, n'a pas vraiment changé en réalité vraiment de disquette ou de logiciel, comme on dit en français, depuis le 7 octobre. C'est-à-dire que bien sûr, on a beaucoup parlé du changement politique, mais que l'armée ne change pas de tactique et qu'effectivement, on continue de mettre en première ligne nos propres soldats, plutôt que de bombarder par les airs et plutôt que de faire un minimum de pertes au sein de nos troupes. Et c'est quelque chose qui est critiqué au sein du Likoud, et j'ai entendu de la bouche du député un certain pessimisme en fait sur le positionnement idéologique de cette génération de généraux et sur la façon de faire la guerre, préoccupés davantage par des normes occidentales que par sauver coûte que coûte la vie de ces jeunes. Alors, vous voulez dire qu'aujourd'hui même, actuellement même, par exemple, les brigades d'infanterie qui sont actuellement au sud Liban, elles sont un peu freinées, même peut-être par, l'échelon judiciaire au sein de l'armée qui dit faites attention, ça on peut le faire, ça on peut pas faire, cette cible on peut tirer, cette cible on peut pas tirer, c'est-à-dire qu'il y a une forme de retenue plutôt, alors qu'on avait quand même le sentiment, et depuis le lendemain du 7 octobre, que l'armée israélienne avait tiré les leçons et qu'elle était beaucoup plus dans une dimension d'offensive, une dimension de prendre l'initiative et ne pas attendre d'essuyer des coups. Oui, mais en réalité, ce sont deux choses différentes. Sans rentrer dans les détails de qui retient qui, parce que ça, encore une fois, vous demanderez aux experts, l'idée étant, et c'était déjà la critique qui était faite l'été dernier lors de l'opération Char de Guidon 2 dans la bande de Gaza, qui était une opération très délicate politiquement parlant, Daniel, puisque Israël avait subi une vague de critiques et de condamnations internationales, mais qui était destinée à mettre la pression ultime sur le Hamas en vue de finalement la signature d'un accord qui était positif pour Israël, d'accord ? Mais nous avons perdu beaucoup de soldats cet été-là dans la bande de Gaza. Et en réalité, il s'agit du même positionnement, c'est-à-dire de faire rentrer, comme vous l'avez dit vous-même, l'infanterie directement dans des nids dans des poudrières à terroristes. Et c'est une vision, si vous voulez, qui est aujourd'hui très critiquée, encore une fois, au sein de certains députés du Likoud. Donc, je peux simplement vous parler de sociologie, c'est-à-dire que la société israélienne considère que ça y est, que c'est plus possible. On ne peut pas se permettre de perdre autant de soldats pour ce type d'opération, en sachant qu'en face, vous avez des organisations terroristes qui n'ont pas les mêmes valeurs et qui n'accordent pas la même valeur à la vie de leurs combattants. Donc forcément, vous avez une asymétrie dont les Israéliens ont assez. Ne veulent plus payer le prix, puisque, vous savez, on va parler de politique dans un instant, mais j'y pensais hier, alors que à la Knesset est passée la loi sur la peine capitale, avec la vague de protestations venues d'Europe. Le problème, c'est que les Européens, aujourd'hui, ils ont perdu toute possibilité d'influencer l'État d'Israël, puisque les Européens critiquent tout, que ce soit des problèmes administratifs face au patriarche latin, en passant par le moindre micro-détail, tout est scruté, analysé et finalement critiqué. Donc, en réalité, les Israéliens, en tant que société, ont tendance aujourd'hui à accorder beaucoup moins d'importance
à ce type de critique et à faire la sourde oreille. Et je pense qu'on va voir ce type de changement, y compris jusqu'aux commandes de Tsahal, mais ça prend du temps et pour l'instant, effectivement, la société israélienne en paye le prix. Et alors, on ne peut pas s'empêcher de faire le lien, même si il y a eu des combats très durs au lendemain du 7 octobre, lorsque le front du Hezbollah a été ouvert. On se souvient, jusqu'au cessez-le-feu de novembre 2024, il y a eu des combats très durs au Liban. Maintenant, le sentiment, dites-moi si je me trompe, le sentiment, est-ce qu'on pourrait se retrouver dans la situation qui était celle de l'État d'Israël? Vous parlez du plan sociologique. Jusqu'en mai 2000, au moment où Ehud Barak, alors Premier ministre, décide de procéder à une évacuation ultra rapide et un petit peu humiliante de l'armée israélienne, à la suite sous la pression de l'opinion publique, de ce fameux mouvement des quatre maires qui à l'époque avaient protesté, relayé par les médias israéliens. Vous pensez qu'on peut se retrouver aujourd'hui encore dans ce genre de situation, en dépit des changements qui sont intervenus, même dans la perspective? Alors, c'est toujours très difficile à prédire, Daniel, parce que il faudra voir dans 20 ans, d'accord ? Le mouvement des quatre mers, il est arrivé au début des années 2000, après plus de 20 ans de présence israélienne dans le sud Liban. Donc, on verra dans 20 ans où se trouve la société israélienne, et il est évident que toutes les sociétés occidentales, en tout cas, en temps de paix ou en temps de sécurité relative, puisqu'en Israël, on parle quand même souvent uniquement de sécurité relative, ont tendance à se radoucir, à vouloir... c'est bien pour ça que l'expression s'endormir sur ses lauriers existe. C'est quoi? C'est les lauriers de la victoire et sur lesquels on finit par s'endormir. Donc c'est toujours cette question de comment réagit une société quand le danger immédiat s'est éloigné. Pour l'instant, on n'en est absolument pas là dans la société israélienne. Le danger est très présent, que ce soit dans la mémoire de nous tous depuis le 7 octobre ou tout simplement au quotidien pour les habitants du Nord qui sont absolument pilonnés par le Hezbollah qui signe son arrêt de mort en faisant ça, mais on avait bien compris que c'était l'objectif. Donc je ne crois pas du tout qu'on assistera à une telle position de la société israélienne dans les années à venir en tout cas. Et puis encore une fois, oui, on assiste à un changement majeur, mais qui a lieu aussi, qui est en phase avec l'époque. C'est-à-dire que dans les années 90-2000, il y a eu... C'était la suite de la signature des accords de paix avec l'Égypte et avec la Jordanie, et avec une croyance massive, un optimisme massif au sein de la société israélienne, comme quoi la paix avec les Palestiniens était possible. On n'est plus du tout aujourd'hui dans cette ambiance-là, que ce soit au niveau national et que ce soit au niveau international, avec l'ensemble des démocraties qui sont aux prises avec le terrorisme. Donc on n'en est pas là. Mais vous êtes d'accord avec moi que par exemple, si on redescend dans la hiérarchie militaire à l'échelon, on va dire, des colonels, des chefs de brigade, des chefs de bataillon, eh bien, et même si on va jusqu'aux soldats, eh bien, l'immense majorité des soldats qui sont actuellement au Liban disent que qu'ils sont très conscients de leur mission et qu'ils sont prêts à aller jusqu'au bout pour garantir la sécurité au moins des habitants du nord d'Israël. Oui, alors le problème bien sûr, mais le problème quand vous dites une phrase comme ça, c'est que vous enlevez quelque chose aux héros d'Israël qui ont fait les guerres précédentes. Je pense qu'il y avait la même forme de détermination pendant les 6 jours et pendant la guerre de Kippour, vous voyez. Donc on n'en est pas là. Pas le même ennemi. Pas le même ennemi déjà, on n'était pas face à des organisations terroristes, en tout cas avant d'arriver au Liban dans les années 80, mais globalement parlant, effectivement, la société israélienne a changé, encore une fois, sous la pression du réel, sous la pression de 30 ans de terrorisme, sous la pression de un islamisme qui gangrène le Proche-Orient, qui n'existait pas de cette façon-là quand les Israéliens créent leur État. Ils ont beaucoup de difficultés, ils sont face au panarabisme, mais ils ne sont pas face au pan-islamisme tel qu'on le connaît aujourd'hui, avec ses conceptions absolument barbares. Voilà, c'est des ennemis le comprend différents. bien. Et donc, la société israélienne évolue en conséquence. Alors, on va parler un petit peu politique, c'était le but de notre entretien à l'origine, mais c'est important aussi de parler de la société israélienne. Politique, on a vu le gouvernement israélien voter le budget de l'État assez facilement. Et on voit que finalement, Binyamin Netanyahou, après le 7 octobre, près de 3 ans, 2 ans et demi, plus de 2 ans et demi après le 7 octobre, il va arriver jusqu'au bout de son mandat. Il va y avoir des élections probablement aux alentours du mois d'octobre. Et alors, comment vous expliquez d'une certaine manière cette situation, ce paradoxe? Est-ce que c'est en fait essentiellement un échec de l'opposition, ou alors c'est surtout le talent de politicien chevronné de Binyamin Netanyahou?
Les deux, mon général. C'est une opposition qui est franchement pas très efficace. Il y a qu'à voir l'exercice qui est le sale coup, hein, si je traduis en français, qui leur a été fait dans la nuit du vote du budget, où on a fait rentrer à l'intérieur de leurs amendements quelque chose que voulait faire passer la coalition, à savoir les fameux 800 millions de budget supplémentaire accordé aux yeshivot. Et ça, les députés de l'opposition le votent sans s'en rendre compte qu'ils sont en train de voter ça. Alors on sait tous que la loi du budget, c'est très long, c'est des centaines et des milliers d'amendements, c'est très technique, c'est très pénible. Mais enfin, Yair Lapid, s'il n'est pas capable de faire lire à ses députés, parce que c'est quand même, il reste encore le chef de l'opposition aujourd'hui, s'il n'est pas capable de faire lire à ses députés ce qu'ils sont en train de voter, c'est-à-dire qu'une fois dans l'année, ils ont vraiment la possibilité de mettre, peut-être pas en échec, mais du moins en difficulté le gouvernement, et même ça, ils ne le font pas, ils se sont couverts de ridicule, excusez-moi. Mais bon, effectivement, il s'agit d'une opposition alors, c'est intéressant parce que Yair Lapid lui-même relevait quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, trois des chefs de l'opposition ne sont pas eux-mêmes à la Knesset. J'ai nommé Naftali Bennett, j'ai nommé Gadi Eisenkot et j'ai nommé Yair Golan, qui ne sont pas députés aujourd'hui. D'accord? Donc, ils ne sont pas présents au sein de la Knesset. Celui qui mène le combat parlementaire, c'est Yair Lapid, avec toujours ses 24 mandats qu'il a obtenus la dernière fois. Et il ne fait pas du très bon travail. Il est évident, et on ne cesse de répéter, que si Netanyahou lui-même était chef de l'opposition après le 7 octobre, il aurait trouvé le moyen de faire tomber le gouvernement depuis bien longtemps, c'est une évidence. Une fois qu'on a dit ça, Netanyahou est dans une situation particulière aussi, puisque trois quarts de son, voire plus, presque l'entièreté de son mandat ont été passés en guerre, ce qui change quand même beaucoup de choses du point de vue des données, c'est-à-dire que les Israéliens... oui, veulent voter, mais sont moins avides peut-être d'une campagne électorale qu'en temps habituel, vu la dure réalité de leur quotidien. Donc il y a aussi ça. Et puis, après, une fois qu'on a dit ça, moi je pense que le fait que Netanyahou fasse passer son budget, c'est pas tellement la surprise en soi, on le savait, que c'était préparé depuis des mois. C'est plutôt le fait, cette volonté de la part du Likoud, voilà, comme ça chacun en prendra pour son grade, Daniel, la volonté de la part du Likoud de jusqu'au bout faire des cadeaux aux partis orthodoxes sous la forme de ces budgets votés, alors que c'est profondément impopulaire au sein de la droite, au sein des électeurs du Likoud et au sein des électeurs du sionisme religieux, qui sont les familles qui sont en première ligne aujourd'hui, qui sont les familles qui se battent, qui sont profondément déçues par l'incapacité du Likoud de se retourner contre les partenaires de coalition ultra-orthodoxe et de leur dire, mes chers amis, notre alliance a fait long feu et aujourd'hui nous vous demandons de faire la part des choses et d'accepter l'effort national. Et ce n'est pas le cas. Et donc, c'est ajouter l'insulte à la blessure que de faire passer ces fonds, alors qu'ils vont être certainement bloqués par la Cour suprême. Et après, on va se retourner dans les éternels débats sur la place et le rôle des juristes. Mais au final, cette volonté de faire des cadeaux, elle nous montre quoi? Elle nous montre que Netanyahou, non seulement continue d'aller jusqu'à la fin de son mandat, ça on le savait déjà, mais en plus bichonne les futurs alliés. C'est-à-dire qu'il se rend bien compte qu'il siégera avec eux éventuellement plus tard, dans une future coalition ou dans un gouvernement d'intérim. Oui, eh bien, on l'a bien compris, on est obligé d'interrompre cet entretien pour la revue de la presse et des médias israéliens à 8h30 très précise. Merci beaucoup Myriam d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin. Bonne journée, on vous souhaite une bonne fête de Pessah également. Merci. Merci Daniel. Raphaël, bonjour. Bonjour Daniel. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes docteur en physique nucléaire et avec vous, je voudrais que l'on aborde le dossier du nucléaire iranien qui est un dossier central dans le conflit actuel. On va aussi parler de cybertechnologie, voire de leur impact sur la guerre. Mais d'abord, je voudrais essayer de faire un point. On ne sait pas, l'un des objectifs de la guerre, c'était clairement de neutraliser le potentiel nucléaire des Iraniens. On ne sait toujours pas si ça a été réalisé. Et la question que l'on se pose, c'est est-ce que vous avez le sentiment que l'on peut aujourd'hui, dans la situation actuelle, l'Iran peut continuer à développer un quelconque programme, par exemple en retrouvant les 400 ou 480 kilos d'uranium enrichi qui seraient enfouis dans les ruines de la centrale de Fordo? Alors, je pense qu'il faut juste rappeler un point pour les auditeurs, c'est que la grande crainte, donc, qui était effectivement que l'Iran se dote d'une arme nucléaire, elle s'articule quand même autour de deux grandes possibilités. Une première possibilité, c'est la principale crainte, c'est de réussir à construire une ogive
en capacité d'être embarqué à bord d'un missile balistique qui peut du coup frapper Israël, qui peut frapper n'importe quel pays du Golfe en quelques minutes. Et ça, heureusement, il y a quand même un peu d'espoir à avoir. Ça reste malgré tout un processus encore long, malgré le fait que l'uranium enrichi soit encore dans les mains du régime, et malgré le fait qu'ils aient déjà fait plusieurs bons en avant. Néanmoins, ça ne veut pas dire que ça exclut le risque d'un Iran nucléaire. On peut déjà, avec une centaine de kilos d'uranium enrichi, même à 60%, être en capacité d'avoir une espèce d'ogive massive, du design ce qu'on appelle par insertion, donc un faux sel qui a été utilisé sur Hiroshima, et donc considérer qu'Iran peut devenir un pays doté. Maintenant, la question un peu plus large, c'est de se dire, est-ce que les frappes aériennes suffisent à bombarder un savoir? Et c'est un peu la grande question, c'est que sans changement d'alignement stratégique, sans changement d'alignement politique, on ne détruit pas de la connaissance. On détruit des infrastructures, on peut ralentir de la construction de pointe, mais même si ces kilos d'uranium sont récupérés, s'il n'y a pas de désalignement stratégique, s'il n'y a pas de véritable changement, on ne peut pas vider la connaissance iranienne par une campagne de frappe. Et donc, encore une fois, ça décale certes les échéances, ça permet de gagner du temps, mais ça n'écarte pas la menace. C'était effectivement un des objectifs initiaux, en tout cas principaux de cette guerre. Oui, ça peut les retarder parce que Israël n'a pas attendu la guerre actuelle pour, on va dire, neutraliser une partie des savants qui étaient impliqués dans le programme nucléaire iranien, n'est-ce pas? Absolument, les frappes qui ciblaient depuis des années, qui ont constitué un petit peu la première ligne de défense d'Israël, en essayant justement de réduire le potentiel scientifique et technique de l'Iran, ont sans doute causé des dommages que l'on ne connaît pas forcément complètement sur le programme nucléaire. Néanmoins, il faut quand même avoir en tête que le problème, c'est que l'hypothèse et la volonté d'un régime iranien affaibli par des campagnes de frappe qui voudraient à tout prix maintenant se doter, devient de plus en plus rationnel. Et c'est là où la situation devient paradoxale. On gagne beaucoup de temps, on décale le moment où l'Iran pourrait se doter d'une arme en capacité d'être mise à bord d'un missile balistique. Néanmoins, on rend de plus en plus rationnel la volonté pour un régime affaibli et aux abois de se doter d'une arme. Donc, globalement, on peut avoir des gains tactique majeure et potentiellement un risque politique et stratégique qui continue de se renforcer. Alors, un mot sur les cybertechnologies qui sont utilisées dans la guerre. Et moi, c'est une question qui m'interpelle. On parle aujourd'hui de la faiblesse du régime sur le plan économique. On dit que l'Iran serait au bord de la banqueroute. Et je me demande si, au niveau technologique, les cybertechnologies ne permettent pas aujourd'hui de neutraliser totalement une activité économique et financière d'un pays voyou comme l'Iran. Alors, je pense qu'il y a vraiment deux aspects. L'arme cyber, donc dans sa composante à la fois offensive et à la fois justement contre-valeur, donc contre des cibles économiques, ça illustre bien ce qu'est une guerre asymétrique. Globalement, si on voulait un petit peu le reformuler, pour la coalition israélo-américaine, la cyber a principalement servi à ouvrir la guerre. Et pour l'Iran, la cyber compense, on va dire, cette espèce d'asymétrie guerrière. Donc là, concernant votre question sur l'économie, évidemment, il peut y avoir un grand ralentissement de l'économie lié à des actes de banque, à des actes de différents centres financiers. Néanmoins, il faut bien avoir en tête que on n'a pas actuellement, l'Iran est un pays qui a quand même appris à vivre beaucoup en autarcie, qui a appris à vivre en dépendant relativement peu de systèmes complètement externes, et même s'il y a une infiltration importante de leur système d'information, ils ont une capacité de résilience forte. En parallèle, ils ont aussi une capacité de nuisance forte. C'est ça, on a pu voir depuis une dizaine de jours, où on a une augmentation systémique en fait des attaques de groupuscules affiliés à l'Iran, plus ou moins, qui s'en prennent à des cibles américaines, qui s'en prennent à des cibles israéliennes ou à des cibles européennes, avec une volonté justement de causer des dommages lourds et inacceptables. On l'a vu aux États-Unis sur toute la partie médicale, qui font réfléchir un petit peu à deux fois à quelles sont les cibles à véritablement viser également dans le cadre de la cyberguerre. Donc en fait, c'est très proche, que ce soit dans le monde cyber ou dans le monde cinétique, donc sur le terrain, on a un peu la même réflexion. Est-ce qu'on fait de la contre-force, donc de la frappe contre des cibles militaires ou des cibles qui servent directement l'effort de guerre,
ou des cibles dites de contre-valeurs qui, elles, pour le coup, visent à véritablement affaiblir l'économie, affaiblir la société iranienne. Oui, alors on connaît les capacités israéliennes en matière de cybertechnologie, mais les Iraniens aussi ont développé certaines capacités qui ne sont pas négligeables, n'est-ce pas? Absolument. L'Iran, avec également l'appui de certains activistes pro-russes, ont des capacités très fortes de nuisance, on a pu le voir. Et il faut aussi retenir un point, c'est que la majeure partie des sociétés occidentales, et j'exclus à la limite les sociétés israéliennes qui sont un peu plus et un peu mieux protégées, restent un ventre mou. Et donc aujourd'hui, que ce soit côté israélien avec une hybridité entre attaques cyber poussées par de l'IA et la partie iranienne qui réplique sans forcément attaquer les mêmes types d'infrastructures, on a, je dirais pas une symétrie des forces, mais on a une capacité à causer des dégâts qui est quand même très important côté iranien. Et donc, on ne peut pas du tout considérer qu'ils sont en retard. Au contraire, ils ont une capacité à mener une guerre asymétrique avec peu de moyens. On l'a vu à 2 reprises. On l'a vu d'une part sur les attaques dites de social engineering qui ont visé justement à créer de la panique, à essayer de récupérer de l'information pendant les alertes en Israël ou aux Émirats en diffusant des faux liens. Et là, en fait, le problème, c'est que le facteur qui est problématique, c'est pas tellement le système d'information, mais c'est le facteur humain. Et le facteur humain sous stress devient le maillon faible de la chaîne. Et ça, l'Iran et de manière générale, les pays qui exploitent cette asymétrie sont très bons à ce petit jeu. Eh bien, Raphaël Nasseri, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions sur ce dossier qui est extrêmement important dans cette confrontation entre les États-Unis, Israël et l'Iran, le dossier nucléaire et le dossier des technologies cybernétiques. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bonne continuation, à bientôt. Merci à vous.